Le 11 juin 2026, David Hockney s'est éteint à l'âge de 88 ans. Avec sa disparition, le monde de l'art perdait l'une de ses figures les plus célèbres et les plus influentes. Alors, vous connaissez peut-être ces piscines, ces grands étendues d'eau bleue, la lumière californienne, les maisons modernes. Bref, des tableaux qu'on reconnaît souvent au premier coup d'œil. Mais David Hockney, ce n'est pas seulement ça. Et vous allez voir, c'est justement ce qui rend son histoire aussi intéressante. Pendant plus de 70 ans de création, Hockney n'a jamais cessé d'expérimenter. Il a peint, dessiné, photographié. Il a créé des décors d'opéra. Il a utilisé le fax, l'iPhone, l'iPad, et même à plus de 80 ans, il continue à chercher de nouvelles façons de représenter le monde. Alors forcément, une question se pose. Qu'est-ce qui peut pousser un artiste à continuer d'expérimenter toute sa vie? Pourquoi, à plus de 80 ans, Hockney avait-il encore envie d'apprendre? Et surtout, qu'est-ce que cet homme avait compris sur notre manière de regarder le monde? Pour le comprendre, il faut revenir là où tout a commencé. Et croyez-moi, on est bien loin du soleil californien. Direction Bradford, dans le nord de l'Angleterre. David Hockney naît le 9 juillet 1937 à Bradford, dans le Yorkshire. À l'époque, Bradford, c'est une grande ville industrielle du nord de l'Angleterre. Des usines, des cheminées, de la fumée. Bref, on est bien loin des piscines bleues et de la lumière californienne qui rendront Hockney célèbre quelques années plus tard. David est le quatrième de 5 enfants. Son père, Kenneth Hockney, est pacifiste et objecteur de conscience pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un détail assez important, parce que David grandit dans une famille où l'on apprend très tôt à penser par soi-même, à ne pas forcément suivre le chemin que les autres ont choisi pour vous. Très jeune, David aime dessiner. Et surtout, il sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Il veut devenir artiste. À 16 ans, il entre à la Bradford School of Art. Là-bas, il reçoit une formation très classique. Il apprend à dessiner, à peindre, à observer les visages, les objets, les paysages. Bref, à regarder attentivement le monde qui l'entoure. Et vous allez voir, cette idée de regarder va devenir essentielle dans toute son œuvre. Mais avant de devenir l'artiste que l'on connaît aujourd'hui, Hockney doit effectuer son service national. Enfin, en théorie. Parce qu'entre 1957 et 1959, comme son père avant lui, il devient objecteur de conscience. Il travaille alors dans des hôpitaux dans le cadre de son service national, puis en 1959, il quitte Bradford. Direction Londres. Il entre au Royal College of Art et là, les choses sérieuses commencent. On est au début des années 1960 et il faut bien comprendre le contexte. À cette époque, la société britannique est encore profondément conservatrice. En Angleterre et au Pays de Galles, les relations sexuelles entre hommes sont toujours criminalisées. Beaucoup d'hommes homosexuels vivent donc dans la peur d'être arrêtés, d'être condamnés, de perdre leur travail, ou tout simplement d'être rejetés par leur famille et par la société. David Hockney, lui, fait un choix différent. Il refuse de se cacher. Il assume ouvertement son homosexualité et en fait un sujet de son œuvre. En 1961, alors qu'il est encore étudiant, il peint We Two Boys Together Cling. Le titre vient d'un poème de Walt Whitman. Et dans cette œuvre, comme dans plusieurs peintures de cette période, Hockney parle ouvertement du désir et de l'amour entre hommes. Aujourd'hui, ça peut nous sembler moins surprenant. Mais au début des années 1960, en Grande-Bretagne, c'est un geste particulièrement audacieux. Hockney peint ce qu'il connaît, ce qu'il désire, ce qu'il aime. Et surtout, il refuse de laisser la société décider de ce qu'un artiste a le droit de montrer. Cette liberté va devenir l'une des grandes forces de toute son œuvre. En 1962, il termine ses études au Royal College of Art. Il n'a que 25 ans et son travail commence déjà à attirer l'attention. Mais ce qui va vraiment transformer sa peinture se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. L'année suivante, Hockney découvre un endroit qui ne ressemble absolument pas au Yorkshire de son enfance. Los Angeles.
En 1963, David Hockney découvre Los Angeles pour la première fois. Et là, imaginez un peu le choc. Hockney vient de Bradford, une ville industrielle du nord de l'Angleterre, avec ses usines, ses cheminées et son ciel souvent gris. Et il débarque en Californie. Du soleil, des palmiers, des maisons modernes, des couleurs et surtout des piscines absolument partout. Autant vous dire que pour Hockney, c'est un autre monde. Il tombe immédiatement sous le charme de la lumière californienne et de ce nouveau mode de vie. Et justement, ces piscines vont devenir l'un des sujets les plus célèbres de son œuvre. Mais pas seulement parce qu'elles sont belles. En fait, Hockney découvre un problème assez fascinant. Comment est-ce qu'on peint de l'eau? Parce que l'eau, ça bouge. Ça reflète la lumière. C'est transparent. Et dès que quelqu'un plonge dedans, tout change. Bref, pour un peintre, c'est un vrai casse-tête. Et Hockney adore ce genre de problème. Pendant plusieurs années, il va donc essayer de trouver différentes façons de représenter l'eau. En 1967, il peint A Bigger Splash. Vous avez peut-être déjà vu ce tableau. Une maison moderne, une piscine, une chaise vide. Tout semble parfaitement calme. Sauf qu'au milieu du tableau, il y a cette énorme éclaboussure blanche. Quelqu'un vient de plonger, mais on ne voit personne. On voit seulement la trace laissée par le plongeur. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Hockney expliquera avoir passé près de 2 semaines à peindre cette éclaboussure. 2 semaines pour représenter un événement qui, dans la réalité, ne dure que quelques secondes. C'est tout Hockney. Prendre quelque chose de très simple et nous obliger à le regarder autrement. Quelques années plus tard, en 1972, il achève Portrait of an Artist, Pool with Two Figures. Et derrière ce tableau, il y a aussi une histoire personnelle. On y voit un homme qui nage sous l'eau et au bord de la piscine, un autre homme le regarde. Cet homme debout est inspiré de Peter Schlesinger, l'ancien compagnon de Hockney. En 2018, le tableau est vendu aux enchères pour 90,3 millions de dollars. À ce moment-là, il établit un nouveau record pour une œuvre d'un artiste vivant vendue aux enchères. Pas mal pour un garçon qui avait commencé à dessiner dans une ville industrielle du Yorkshire. Mais attention, parce qu'on fait souvent une erreur avec David Hockney. On le réduit à ses piscines, alors qu'en réalité, les piscines ne sont qu'une partie d'une question beaucoup plus importante. Comment est-ce qu'on représente la manière dont nous voyons le monde? Et cette question va l'accompagner pendant toute sa vie. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, parce que Hockney n'a jamais voulu rester enfermé dans une seule technique. Il peint, il dessine, il réalise des gravures, il crée des décors pour l'opéra, il utilise la photographie. Bref, dès qu'un nouvel outil peut lui permettre d'explorer notre manière de voir, il s'y intéresse. Au début des années 1980, Hockney commence à créer des œuvres assez étonnantes. Il prend plusieurs photographies du même sujet, sous différents angles, à différents moments. Puis, il assemble toutes ces images. Le résultat? Une sorte de grand puzzle photographique. Ces œuvres, on les appelle les joiners. Alors évidemment, vous pourriez vous demander, pourquoi se compliquer autant la vie? Pourquoi ne pas simplement prendre une seule photo? Eh bien justement, pour Hockney, une photographie traditionnelle pose un problème. Elle capture un seul instant, depuis un seul point de vue. Mais est-ce vraiment comme ça que nous regardons le monde? Quand vous observez une personne, par exemple, vos yeux ne restent pas immobiles. Vous regardez son visage, puis ses mains, puis ce qu'il y a derrière elle. Vous bougez. Votre regard se déplace. Et pendant ce temps-là, les secondes passent. Pour Hockney, voir, ce n'est donc pas simplement regarder une image fixe. Voir, c'est aussi bouger, se souvenir et prendre son temps. Et c'est exactement ce qu'il essaie de montrer avec ses joiners. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette curiosité ne va jamais le quitter, même en vieillissant.